Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus écouter notre conférence. On va d'abord se présenter. On a 1 heure. On a beaucoup de choses à vous dire. Donc, je m'appelle Jean-Louis Charletti. Je fais partie d'une entité d'innovation du groupe Orange qui s'appelle Orange Vallée. Et je suis accompagné de 2 personnes qui vont se présenter elles aussi. Bonjour, bienvenue à notre petite séquence. Moi, je suis Carole Lequinf, donc chez Orange, je suis en charge de la communication sur un programme stratégique qui s'appelle NFC et paiement mobile. Voilà. Bonjour, je m'appelle Anne-Charlotte Belon, donc je travaille chez Orange Vallée et donc je mets en place des dispositifs sur cette technologie NFC sur les événements. Voilà, alors la présentation d'aujourd'hui, elle est très orientée usage, comme son titre l'indique, et très orientée interactivité. Donc nous aurons une présentation, bien sûr générale, mais on va essayer de visualiser les réalisations passées et quelques-unes des réalisations en cours d'ailleurs, qui sont nos références. Et on entrecoupera ça de démos qui seront filmées avec cette petite caméra qui est ici. Alors avant de parler des usages, il y a 2 points qu'on va couvrir rapidement, parce que c'est quand même une technologie qui n'est pas forcément connue de tout le monde. Qu'est-ce que la technologie NFC et quelle est sa promesse? Donc, sa promesse, c'est faire plus avec son mobile. Vous allez voir comment. Les chiffres clés qui montrent un développement rapide en ce moment et un développement qui s'accélère, et les usages en cours de diffusion. Sur la technologie NFC, il y a quelques rappels qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est une technologie de communication sans fil, comme le Bluetooth, par exemple, que certains d'entre vous connaissent, mais qui permet d'échanger des données à courte portée, donc typiquement de 4 cm, maximum 10 cm. Elle fait partie de la famille des radiofréquences qui sont compatibles avec les infrastructures de RFID qui sont déjà implémentées dans beaucoup d'endroits, notamment le monde des transports et des paiements bancaires, on va le voir après. Alors, pour les spécialistes, la fréquence, c'est 13 et quelques mégahertz de fréquence. La caractéristique du NFC, c'est que d'abord, c'est disponible même avec le terminal éteint, donc on va voir ce que ça peut permettre en termes d'usage, ou sans batterie. Donc pour la dématérialisation des cartes, c'est très important. C'est une technologie de couplage inductif, donc ça veut dire en termes concrets que l'une des 2 sources n'est pas obligée d'être alimentée. Donc on le verra par exemple sur des affiches qui sont à ma droite. Vous avez des tags qui ne sont pas alimentés. Et donc on vient de le dire, la distance d'opération, c'est de l'ordre de 2-4 cm. Les modes d'utilisation du NFC sont de 3 ordres. D'abord, lecture de tags, Smart Posters que vous avez ici. Des modes émulation de cartes, où là, c'est le mobile qui dématérialise, qui porte une carte dématérialisée, donc avec toutes les problématiques de sécurité, bien sûr, qui sont attachées à ça. Et également en mode qu'on appelle peer-to-peer, c'est-à-dire qu'un mobile peut parler à un autre mobile avec la technologie NFC. Alors certains d'entre vous utilisent peut-être des applications de ce type-là sur leur smartphone. Dans beaucoup de cas, ces applications utilisent la technologie NFC. Donc ça permet d'échanger par exemple des cartes de visite quand vous êtes dans un événement comme celui-ci à travers le NFC. Alors nous, on s'intéresse aux 2 premiers cas, le cas lecture de tag et le cas émulation de cartes. Le peer-to-peer est plutôt du domaine des constructeurs, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un œil dessus. Alors, on dit un peu pompeusement que la NFC, c'est la 3e révolution du mobile. Beaucoup de gens qui sortent des nouveaux produits disent régulièrement que ce sont des révolutions. Mais là, on pense bien que c'est une révolution et vous allez voir les chiffres qui le confirment. Donc, le premier usage du téléphone, je ne vous le rappelle pas, hein, c'est évidemment écouter parler. Ensuite, avec l'arrivée des smartphones, on a commencé à introduire la partie vidéo. Et maintenant, nous en sommes à des usages beaucoup plus riches qui sont basés sur le toucher ou presque l'approche, en tout cas, du mobile. Évidemment, l'évolution de cette technologie va de pair avec l'évolution des terminaux. Donc l'usage et la grande diffusion de cette technologie ne pourraient pas
se faire sans l'évolution des terminaux. Entre le terminal qui est à votre gauche et celui qui est à votre droite, évidemment, il y a plusieurs années qui se sont passées. Et l'usage, nous pensons que cet usage passe par la simplicité du geste, qui est rapide, simple, et qui est assez multiforme. Donc on aura quelques démos. Hein. Dès maintenant, dès aujourd'hui, vous pouvez payer avec sécurité, avec votre mobile. Vous avez tous les usages de billettique, donc qui vous permettent de voyager sans ticket papier. D'autres usages qui arrivent, qui sont le remplacement des clés ou des cartes d'accès. Donc ça, c'est la famille identification. Et puis des accès directs à des informations, soit directement pointés vers un site web, sans avoir forcément d'application à télécharger au préalable. Et ça, c'est très intéressant. Vous aurez l'information qui vous intéresse, qui s'affiche directement sur votre mobile, sans pour autant avoir téléchargé une application qui peut être lourde. Et donc tout ça enrichit le parcours client. Donc, si on résume sur les usages, il y a beaucoup de services qui sont déjà connus et qui sont dématérialisés sur le mobile. Donc le transport, le couponing, bientôt les clés d'hôtel, et qui améliorent l'expérience client. On y reviendra, qui la fluidifient ou qui l'enrichissent. Mais aussi des services nouveaux, et ces services nouveaux, on les voit essentiellement dans deux secteurs, le secteur de la distribution et le secteur du tourisme. On y reviendra. Donc, les points forts du NFC, si on peut résumer avant de passer à une partie un peu plus chiffrée, c'est son utilisation simple, et vous l'avez vu, multimode, donc lecture de tags, peer-to-peer. L'interactivité avec l'écran du téléphone, ça c'est très important. Au lieu d'avoir une page, par exemple une page de publicité, vous avez une page web sous les yeux avec tout ce que ça permet en matière de nouveaux usages, à la fois pour les utilisateurs et bien sûr pour les annonceurs. C'est une technologie qui est sûre, en particulier via le Secure Element que nous proposons, nous Orange, placé dans la carte SIM. Dernier point, qui permet aussi une fluidité, une économie d'exploitation de ces services, les applications, on peut les mettre à jour. Alors, OTA, ça veut dire over the air, donc par le réseau sans fil, vous avez la possibilité de mettre à jour les dispositifs NFC. C'est donc une technologie qui est souple, simple, et qui amène des bénéfices clients immédiats et très visibles. Alors, on est de plus en plus à avoir compris que cette nouvelle technologie est intéressante. On n'est pas les seuls, Orange évidemment, à la mettre en œuvre. On a actuellement 200 mobiles NFC, 200 modèles de mobiles NFC. Et Carole me disait à l'instant que presque un mobile sur deux qui se vendait aujourd'hui était compatible NFC. Juste une précision, on a 200, dans le monde, il y a 200 modèles de téléphone NFC. Chez Orange, on en a un peu plus d'une trentaine. Voilà, donc là, ce sont des chiffres au niveau mondial. Voilà, juste cette précision. Oui, mais alors je le dis juste après. Et donc, on a 230 millions de mobiles NFC qui ont été vendus fin mars de 2013. Et les perspectives de croissance sont très fortes, puisqu'on pense qu'on en est au début de cette croissance et que celle-ci va s'accélérer. Alors, sur la France, ce que disait Carole à l'instant, on a à notre catalogue, en juillet 2013, 36 mobiles NFC. Quasiment tous les constructeurs, sauf un dont l'emblème est un fruit, se sont mis au NFC et on pense quand même que cette tendance va continuer. Donc de notre côté, sur le footprint Orange, donc nous avons lancé des services NFC en 2012-2013 sur 4 pays européens. Petit point quand même qui est important à rappeler, les cartes bancaires de nouvelle génération sont elles-mêmes NFC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a presque 17 millions de cartes de paiement sans contact en France
Et pour ceux qui ont été voir la conférence de la Société Générale, je pense que la Société Générale est un de nos partenaires actifs, et donc ils en sont les promoteurs au même titre que nous. Voilà pour ces quelques chiffres. Nous allons passer à la partie usage. Donc sur la partie usage, ce qu'on voulait vous montrer, c'est une partie plutôt usage traditionnel dans le monde du NFC qui se concentre sur les transports et les paiements. Donc Carole va vous en parler tout de suite. Et une deuxième partie qui va être aussi accompagnée de démos sur les usages innovants, dont certains ont été d'ailleurs mis en œuvre ici même à Roland-Garros en 2012 et 2013. On va vous en parler. Donc je te passe la parole, Carole. Alors, je vais commencer par vous parler du transport. L'aventure NFC a commencé à Nice en 2011 avec la possibilité pour les Niçois de prendre leur transport en commun avec leur téléphone. Et depuis 2011, aujourd'hui, on a 4 villes en France qui proposent le même service. Et Strasbourg a lancé au mois de juin pour ses habitants, et puis les voyageurs occasionnels qui passent à Strasbourg, la possibilité pour eux de prendre le transport 100% avec leur mobile. C'est-à-dire qu'en termes de bénéfices pour le client, c'est éviter de faire d'attendre au guichet pour prendre un billet. C'est aussi la possibilité d'acheter avec son mobile des titres de transport pour des voyages à 3 avec un seul, par exemple à 3, ce sont des titres qui n'existent pas en dehors de l'application. Donc il y a des facilités qui ont été offertes aussi par la compagnie des transports strasbourgeois avec des offres spécifiquement dédiées sur leur application mobile. C'est très important à Strasbourg le transport parce que c'est une ville, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre les transports à Strasbourg, mais la compagnie des transports strasbourgeois a 120 000 abonnés, c'est 400 000 voyages par jour, donc c'est pas anecdotique dans la ville, c'est quelque chose qui peut vraiment faciliter les déplacements des habitants. La compagnie de transport avait aussi un objectif de réduction des coûts, parce que quand on a 120 000 abonnés, 400 voyageurs par jour, on émet des tickets magnétiques. Je crois qu'ils ont plus de 10 000, ils émettent plus de 10 000 tickets magnétiques à l'année. Donc effectivement, sont à terme des économies de coûts pour eux, puisque maintenant c'est dans le mobile. Donc en dehors de Strasbourg, il y a Caen aussi qui a lancé en juin le même service auprès de ses habitants. Et puis en ce moment, il y a aussi ce service est disponible en Île-de-France à Argenteuil. Donc ça, c'était pour les transports. Au passage, je voulais aussi vous dire à Strasbourg, au-delà des transports, c'est une ville qui est très dynamique dans le domaine. Ils ont déployé une signalétique avec des tags NFC qui permettent d'accéder à l'information selon le lieu où on est et la période, le jour où on est, des informations contextuelles avec son mobile. Il y a plus de 1700 tags qui sont ainsi déployés dans la ville avec des informations sur le patrimoine culturel, historique, sur ce qui se passe dans la ville. Et ils ont un nombre de connexions, ils sont à 700 connexions par jour. Donc c'est quelque chose qui est vraiment utilisé par les habitants. Voilà. Donc je vais vous faire une démonstration d'Hugo. Oui. Donc Hugo, c'est l'application qui est disponible à Strasbourg. Donc là, sur le mobile, on voit l'application est ici. Voilà. Donc je vais acheter des titres de transport. Alors si dans mon application, je vois que j'ai déjà 10 allées simples et 2 allers-retours, mais bon, pour vous montrer, je vais en acheter un autre. Donc là, il y a toute la liste des tickets qu'on peut acheter. Je rajoute un aller-retour. Je le paye. Donc je peux choisir de le payer soit sur ma facture téléphonique, soit sur ma carte bancaire.
Donc je choisis la facture téléphonique, j'appuie, est-ce que je confirme? Oui, je confirme. Je reconfirme. Voilà, donc mise à jour. Donc voilà, j'en ai un de plus qui ça s'est incrémenté. Donc j'en avais 2 tout à l'heure, maintenant j'en ai 3. Donc maintenant je suis à Strasbourg. Donc là, ça représente 2 valideurs de transport. Donc je vais choisir d'utiliser un aller simple. Donc je le mets dans ma sélection. Donc je crée mon ticket. Il y a du réseau. Et donc je vais passer mon téléphone sur le valideur. Et donc j'ai bien validé le 27 septembre à 12h17 le bus 33. Le ticket est valable pendant 1 heure, donc imaginons que je fasse une correspondance. Voilà, le ticket est toujours valide. Voilà. C'est un titre de transport? Non, il n'y a pas de code pour ça. Alors, si l'application est parfaitement sécurisée, parce que, bon, là, on vous montre une démo, mais même, c'est une démo réelle. Anne-Charlotte s'est inscrite avant sur le site Hugo, donc elle est reconnue en tant qu'Anne-Charlotte et pas une autre personne. Donc. Alors là, le téléphone est bloqué, par exemple, et ça ne valide pas, en fait, quand j'ai pas verrouillé le téléphone. Il faut qu'elle déverrouille. C'est le code de verrouillage du téléphone. Après, Et autre chose, les justificatifs de dépenses de facture. Oui. Alors là, vous avez le justificatif qui est dématérialisé, c'est-à-dire que vous avez l'historique de vos achats sur l'application. Vous n'avez pas d'émission de papier, c'est aussi l'intérêt, c'est de pouvoir garder une trace. Par exemple, les distributeurs aujourd'hui réfléchissent à un mécanisme où vous gardez la facture sur votre application, parce que souvent, quand il vous arrive un problème, il faut ressortir la facture. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, je gère assez mal ce genre de choses. Donc, j'ai jamais la bonne facture au bon moment pour le service après-vente ou si j'ai un problème. Et là, l'intérêt, c'est aussi de les avoir, de les garder, de les stocker dans son mobile ou dans le cloud. Oui. Alors, je pense oui, vous faites une copie d'écran ou voilà, il doit y avoir. Facture téléphonique aussi. Pardon, vous nous avez précisé qu'on pouvait débiter soit sur le compte du téléphone mobile, oui, comme pour les applications qu'on achète qui sont d'un coût très modeste, mais vous avez dit qu'on pouvait également débiter sur le compte en banque. Je voulais savoir quelle était la relation entre le téléphone via NFC et le compte en banque. Comment vous sécurisez ce paiement? Alors, on va parler du paiement tout à l'heure. Donc, sur le paiement, vous avez les banques vont vous proposer une option pour mettre votre compte pour pouvoir utiliser sur votre mobile. Donc ça, c'est un contrat entre vous et la banque. Vous avez un mot de passe qui vous est envoyé spécifique que vous pouvez ensuite changer comme vous voulez, mais c'est dans la carte SIM, donc la banque a un espace sécurisé, votre banque a un espace sécurisé avec vos données sur votre carte SIM. Et donc en fait, la carte SIM, vous pouvez imaginer que c'est comme un immeuble dans lequel vous avez de multiples appartements, et donc la banque va prendre un appartement sur votre carte SIM, vous allez avoir un autre service qui aura un autre appartement, et tout ça est bien étanche,
Il n'y a pas de communication possible entre les appartements. Chaque fournisseur de services, si vous voulez, le transporteur ou la banque, a une clé pour rentrer dans l'appartement qu'il est le seul à détenir. Alors c'est très important ce que vous dites. Voilà, c'est exactement, c'est l'opérateur qui va donner. Oui. Donc la clé pour rentrer dans la SIM, bien sûr, est communiquée à la banque par l'opérateur. L'opérateur restant le leader sur la carte SIM, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que la carte SIM est toujours fournie par l'opérateur. Oui. Et donc, dans cette carte SIM, l'opérateur communique à ma banque une clé pour qu'elle puisse se loger dans la SIM. Oui, c'est ça. Quelle que soit la banque, parce que vous avez dit que vous aviez un accord avec la Société Générale, mais si on est dans une autre banque, est-ce que c'est possible avec toutes les banques? Ce sera possible avec toutes les banques. Mais pas après. Encore. Pardon? Pas encore. Pas encore. D'accord. Aujourd'hui, oui, on va y passer. Donc aujourd'hui, vous avez donc la Société Générale, on l'a cité. Il y a le Crédit Mutuel également, BNP Paribas. On vous montrera une démonstration sur leur application qui s'appelle Kix Mobile. Il y a aussi la Banque Postale. Est-ce que j'en oublie pas? Non, la Banque Postale qui va aussi déployer ses services. Bon, et au fil du temps, les banques vont certainement y venir, mais voilà les premières banques qui ont démarré avec nous et avec d'autres opérateurs, parce qu'on est dans une démarche ouverte. Bien sûr, l'intérêt du NFC, c'est que l'ensemble des clients, soit de chez nous ou d'un autre opérateur, puissent accéder à ces services. C'est important pour les fournisseurs de services qui vont déployer ce genre de facilité, que ce soit accessible à l'ensemble du marché des porteurs de mobile. Voilà, même si Orange, on est très en avance sur le sujet parce que c'est quelque chose de prioritaire et de stratégique pour nous, on n'est pas seul. Alors sur le paiement, ce qui est important oui. Sur le paiement, attends, je voudrais juste revenir avant de passer au slide suivant. Ce qui est important pour que vous puissiez payer avec votre mobile, c'est que les commerçants acceptent le paiement mobile dans leur boutique. Donc aujourd'hui, on a des chiffres qui sont en pleine croissance. Visa annonce qu'il y a aujourd'hui en Europe 1 million de terminaux de paiement qui acceptent le paiement mobile. Il faut savoir que les nouveaux terminaux de paiement qui sont installés chez les commerçants sont maintenant quasiment tous compatibles NFC. Donc le renouvellement du parc est extrêmement rapide. Là j'ai accédé à quelques chiffres, de avril à juin, le parc en Europe de terminaux de paiement acceptant le mobile a progressé de 46%, ce qui est quand même important. Et je vous disais 1 million de terminaux compatibles acceptant le paiement mobile, c'était en avril dernier, et d'ici la fin du mois, on attend des chiffres qui tournent autour de 1,7 million. Donc ça va venir quand même très très vite. Alors c'est très étonnant parce que je vois aucun commerçant à chaque fois qui propose un paiement sans contact. Alors c'est pas encore. Parfois les commerçants, vous pourriez faire l'expérience avec eux, ne le savent pas, qu'ils peuvent le proposer. Alors vous pouvez l'identifier parce qu'il y a un petit signe qui sont des ondes sur le Ils ne sont pas équipés. En fait, c'est en train de aujourd'hui, en France, on a 157 000 terminaux de paiement qui sont actifs. Alors, il y en a plus à Strasbourg, il y en a plus à Nice, il y en a plus à Caen aussi, que dans les autres villes, mais c'est en train de... Parce que c'est vraiment confidentiel tout ça, hein, le paiement sans contact en région parisienne. C'était confidentiel, mais ça va devenir, ça va se répandre, franchement. Alors, en Angleterre, ou après. Ouais, on passera après. En Angleterre, Everything Everywhere, qui est la filiale Orange T-Mobile, a lancé cet été, au mois de juillet, une application qui s'appelle Cash on Tap, qui est une application de paiement qui permet aussi là d'avoir un compte prépayé sur son mobile, c'est-à-dire vous mettez, ce n'est pas votre compte en banque, vous ouvrez un porte-monnaie sur votre mobile que vous allez recharger et qui va vous permettre de payer aujourd'hui dans 230 000 commerces sur l'ensemble du territoire anglais.
Donc voilà, c'est un lancement récent qui s'est fait au sein du groupe. En Pologne, qui est un autre pays dans lequel Orange investit beaucoup sur cette technologie, la Pologne a lancé également une application qui s'appelle Orange Cash, en partenariat avec Mastercard et mBank, et qui permet là aussi aux clients de mBank et d'Orange Cash de télécharger un certain montant qu'ils pourront payer avec leur mobile. Alors la Pologne est très en avance en Europe sur le paiement sans contact. Par exemple, en Pologne, il y a 40% des terminaux qui acceptent le paiement mobile. Donc, ils sont encore plus en avance que nous sur le sujet. Et dans les usages, au niveau des transactions, à peu près 15% des transactions de paiement sont sans contact aujourd'hui, ce qui est assez bluffant. Alors en Espagne... Alors, pour des questions d'ordre, comment sont les usages ici? Est-ce qu'on pose des questions au fil de l'eau ou est-ce qu'on attend C'est up to us. On va les prendre au fil de l'eau alors. Alors, si le client se fait voler son téléphone, par exemple, ça peut arriver. Alors, on va essayer d'éviter qu'il tourne en rond parce que c'est particulièrement désagréable. Donc, s'il doit faire bloquer son application de paiement, il doit contacter sa banque, comme on le fait aujourd'hui avec une carte bancaire. Au niveau des garanties, si en cas de vol, les mêmes garanties qu'une carte bancaire, les mêmes fonctionnements d'assurance fonctionnent. Et puis, si le client perd son mobile ou se fait voler son mobile, il s'adresse à son opérateur pour bloquer toutes les applications et pas uniquement les applications de paiement. Donc effectivement, il y a deux contacts, mais qui sont dans la vie normale, vous perdez indépendamment de cette technologie, si vous avez un problème avec votre mobile, vous avez l'habitude de vous adresser à votre opérateur qui saura bloquer et qui saura... en fait, c'est vrai que les personnes parfois se disent si j'ai tout dans mon mobile, si je perds mon mobile, c'est très ennuyeux. En réalité, si vous perdez votre portefeuille aujourd'hui, vous perdez votre argent. Là, si vous perdez votre mobile, vous n'avez pas perdu l'argent qui est dessus puisque vous allez bloquer et votre opérateur va vous remettre les applications qui sont aujourd'hui... donc, c'est plus... vous êtes plus serein, je trouve, avec un mobile parce que vous récupérez vos données. Alors que quand vous avez tout dans votre portefeuille, il faut que vous vous adressiez à de multiples interlocuteurs pour récupérer vos données. Donc, mais vous apercevez plus vite que vous avez perdu votre mobile que votre portefeuille. Assez souvent. Alors attendez, j'ai une question pour monsieur qui s'est déjà levé plusieurs fois. À vous. J'avais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la sécurité des données avec le NFC. J'avais vu dans une vidéo au balbutiement du NFC qu'il était possible avec un ordinateur portable équipé d'une clé USB avec une puce NFC à proximité d'un téléphone portable de récupérer les données d'une carte bleue. Donc je voulais savoir si ce genre de problème était résolu. Alors, comme vous, j'en ai entendu parler aussi. Alors, il se trouve que les données qui pourraient être récupérées sur un mobile ne permettent pas de faire une transaction de paiement. Voilà. Donc, la réponse est il est impossible à quelqu'un de reproduire l'ensemble des données qui permettra à un tiers mal intentionné de faire du paiement avec les données qui auraient pu être aspirées ou récupérées. Alors, en
nous a dit que la CNIL faisait des recherches pour améliorer la sécurité du NFC. Parce que c'est évidemment la question première qu'on pose quand on veut payer sans contact. Alors, ils en sont où? Je ne sais pas répondre précisément à la question de ils en sont où. Je pense qu'ils interviennent beaucoup sur la protection des données, plus que sur la sécurité, parce que la sécurité, je rappelle quand même que sur les applications de paiement qui sont développées par les banques, vous avez le même niveau de sécurité, les mêmes niveaux de certification que les cartes bancaires. Donc, vous n'avez pas de risque supérieur à celui des cartes bancaires sur le téléphone en matière de paiement. Parce que ça, c'est la crainte. Peut-être Oui. que c'est pour ça que ça se développe. Enfin, je pense c'est que pour ça que ça prend du temps, parce qu'on ne peut pas jouer avec le paiement, on ne peut pas lancer aussi vite des applications que dans d'autres domaines, parce que toutes les étapes de sécurité et de certification doivent être doivent être rigoureuses et respectées, évidemment. Alors, il y a beaucoup de questions. Je crois que monsieur avait... Alors, madame. Le principe du système que vous montrez me laisse penser que c'est assez proche de ce qu'on a connu avec Monéo. Et Monéo a été un échec. Donc, qu'est-ce qui vous laisse penser maintenant que cette fois-ci, ça sera une réussite? Alors, C'est pas tout à fait la même chose. oui, alors c'est un peu différent parce que Monéo, c'était une carte. C'est-à-dire que là, sur le téléphone, vous avez un écran en plus. Donc, vous avez potentiellement d'autres services qui vont enrichir par exemple, vous pourrez avoir vos cartes de fidélité, vous pourrez avoir pas mal de services qui vont vous être utiles. Et puis Monéo, le problème de Monéo a été aussi lié au fait que l'acceptation de Monéo chez les commerçants était assez faible. Donc vous essayez une fois, deux fois, ça... Là, on a l'ensemble des acteurs qui sont vraiment positifs et qui ont envie aussi de jouer le jeu de ce nouveau service qui offre plus de services que d'offrir une carte, tout simplement une carte de paiement. Donc, et puis, ce n'est pas une carte additionnelle dans votre portefeuille, c'est votre mobile. Donc, c'est quelque chose dont on pense que ça aura du succès. On prend peut-être encore une question sur ce thème. On va finir notre présentation pour garder un peu de temps pour des questions après. Monsieur? Quelles seraient mes motivations pour mettre une application sur mon smart de paiement par rapport à la carte bancaire? Si je regarde le problème du smartphone, c'est l'énergie. C'est en dessous de tout, hein, quant à la disponibilité. Je vais peut-être répondre de trucs. Et Alors, la carte bancaire, oui. Durant sa vie de validation, qui est de 3 ans, je crois, il est très rare d'avoir un défaut de fonctionnement. Alors, sur les paiements, il y a deux familles de paiements. Il y a la famille de paiements qui sont la dématérialisation de la carte bancaire, avec les avantages que nous y voyons. La dématérialisation, c'est une carte de moins. C'est un écran interactif que vous pouvez amener avec vous chez le commerçant pour avoir une meilleure visibilité sur ce que vous achetez, mettre des codes. Un niveau de sécurité équivalent avec la carte SIM, l'accord avec les banques qui elles-mêmes déjà sont extrêmement exigeantes en France, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et ça, c'est rien de plus que les usages que vous avez aujourd'hui, mais avec tout le côté pratique que vous avez avec votre smartphone. On a dit aussi que si vous n'avez pas de batterie, la carte NFC, puisque vous êtes en lecteur, hein, c'est simplement un tag, votre téléphone qui va dématérialiser cette carte est simplement lu par le moyen de paiement. Donc c'est le moyen de paiement qui va fournir l'énergie dans ce cas-là. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir votre mobile allumé. Hein, voilà. Alors, et puis deuxièmement, vous avez aussi la deuxième particularité qui est
de dire que vous avez un wallet, donc vous allez mettre de l'argent, et là on est dans le cas Moneo. Mais il y a deux familles qui sont très différentes. Une famille de dématérialisation de cartes bancaires, avec les niveaux de sécurité du monde bancaire, et nous semble-t-il, les avantages d'un téléphone, d'un smartphone, et vous avez aussi la question d'un portefeuille électronique qui est différent. Oui. On va peut-être continuer notre présentation, c'est pour avancer un petit peu. Il nous reste 25 minutes. Oui, je voulais vous dire qu'en Espagne aussi, il y a des choses qui se passent. Les transports dans la région de Valence, Alicante et Valence, va proposer aussi l'accès au transport à leurs habitants. Et au niveau du paiement, Orange travaille avec 6 institutions financières qu'on ne peut pas citer parce qu'on est encore, c'est encore confidentiel. Enfin, celle Santander, on peut le citer. Il y a d'autres banques et là aussi, les services vont arriver d'ici la fin de l'année et l'année prochaine pour les Espagnols. Alors, on va vous montrer un paiement, voilà, tout simplement. Alors, donc moi, je suis, on va dire que je suis à la banque BNP, puisque pour le coup, une application BNP, mais comme ils l'ont dit, ça pourrait être Société Générale, CIC, Crédit Mutuel et bientôt La Poste. Donc voilà, donc c'est un téléphone où je vais retrouver mon application Kix BNP, qui est là, parmi les autres applications. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma banque et je leur ai dit, voilà, je voudrais dématérialiser ma carte bancaire sur mon téléphone. Donc, je leur ai envoyé le numéro de téléphone et puis ils ont vu directement avec Orange pour installer mon application Kix à distance sur ce téléphone. Donc, pour répondre tout à l'heure sur les transactions rapidement, Orange ne sait pas, à chaque fois que je dépense quelque chose, Orange ne sait pas du tout si je dépense 2, 3, 4 euros. Ils savent juste que ils ont laissé dans la carte SIM un espace pour que j'installe une application BNP. Donc c'est BNP qui gère directement mes transactions. Donc j'arrive chez le marchand. On va dire que je fais que j'ai 1 euro à payer. Mais bon, il faut savoir que sur les mobiles, contrairement aux cartes bancaires, c'est pas limité à 20 euros. Donc je peux dépenser jusqu'à 200 euros, je crois, avec mon téléphone. Donc voilà, je ne l'ai pas fait tout de suite. Donc là, il va me demander de mettre ma carte client. Donc c'est le symbole MVECO, enfin les petites ondes qu'on vous disait qui vous permettront de reconnaître. Souvent, elles sont directement sur le TPE qui indique qu'on peut payer avec sa carte bancaire sans contact ou avec son téléphone en sans contact. Donc là, je ne sais pas si ça a marché parce que j'ai attendu un peu. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple, très rapide. J'ai juste posé mon téléphone et en 2 minutes, j'ai payé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au-dessus de 20 euros, on m'aurait demandé un code. Et en dessous de 20 euros, en fait, c'est moi qui choisis. Si jamais j'ai envie que ce soit un petit peu dans le style de Moneo, en fait, que ce soit un porte-monnaie sur mon téléphone, et que toutes mes dépenses en dessous de 20 euros, j'ai juste un simple geste comme je viens de faire pour que ça soit très rapide, je choisis de ne pas mettre de code. Si j'ai un petit peu peur qu'on me vole mon téléphone et que je me dis on va peut-être dépenser 10 euros, ça m'embête, même s'il y a plusieurs sécurités, bah, je choisis de mettre un code. C'est vraiment au choix de la personne. Avec le code, c'est 200, je crois. 200, 300. On peut pas faire un achat de 2000 euros, par exemple, comme avec sa carte bancaire. Ah, aujourd'hui, non. Mais tout ça va évoluer aussi. Ce sont les banques qui décident des montants, en fait. Donc, ça peut varier d'une banque à l'autre. Voilà. Si j'ai 2 cartes, comment choisir? Vous pouvez avoir les deux. Moi, je suis cliente de 2 banques et j'ai les 2 services. Vous choisissez l'application. Ah oui, au moment où tu payes. Ah oui, pardon. Alors, vous avez soit vous choisissez, vous indiquez, vous paramétrez par défaut une des applications, et donc c'est celle-ci qui va apparaître quand vous approchez votre mobile, ou alors vous ne faites pas ce paramétrage par défaut,
Et là, vous allez devoir choisir vous-même l'application. Vous choisissez une application. Choisissez une application au lieu de sortir une carte de votre portefeuille. Voilà. On va maintenant passer... Alors, ces deux usages sont fondamentaux, les usages transport et les usages monétiques. On pense que c'est ça qui va évidemment driver une grande partie du développement du NFC. Cependant, les usages innovants vont apporter une universalité d'usage du NFC. Et on vous a sélectionné un certain nombre d'usages innovants qui sont un peu nos références, finalement, chez Orange. Et on en a 3. Donc le premier, c'est Roland-Garros. C'est l'opération qu'on fait à Roland-Garros ici même depuis 2012. Donc Anne-Charlotte va vous présenter ça. On va vous présenter un film et des usages également sur l'opération Dynamo. Certains d'entre vous ont peut-être visité cette exposition au printemps, et elle s'est arrêtée le 22 juillet au Grand Palais. Elle était basée sur un parcours client NFC. Et il y a une petite affiche ici, là, qui est une affiche de la régie Insert, qui vous montre, on va tester ça. Elle va vous montrer comment on peut utiliser le NFC en matière de distribution. Donc je passe la parole à Anne-Charlotte qui va vous décrire notre opération Roland-Garros pour commencer. Donc, comme on le disait tout à l'heure, de plus en plus, les terminaux de la gamme Orange sont NFC. Et puis, il y a les villes comme Nice, Strasbourg, Caen qui offrent déjà des services NFC. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est dire aussi aux personnes qui sont peut-être un téléphone NFC dans les mains, leur expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, leur apporter des services. Donc on a choisi Roland-Garros parce que c'est un tournoi qui est très prestigieux. Il accueille 460 000 visiteurs par an. Et Orange est un grand partenaire de Roland-Garros puisqu'on est partenaire depuis 2002. Donc déjà l'an dernier, on avait commencé d'installer des services dans tout le stade. Donc pour cela, je travaille avec la Fédération française de tennis. Et cette année, ça s'est vraiment amplifié. Donc on s'est retrouvé avec des services d'information sur l'ensemble des panneaux, des signalétiques. Voilà, donc on voit les différents types de panneaux. Donc on pouvait accéder au programme des cours, à la géolocalisation, plan du stade, au menu des restaurants. Ça, vous ne voyez pas. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir voilà, la reprise de l'ordinateur? L'ordinateur, s'il vous plaît. Ouais, ça, c'est les plaquettes qu'avaient les coachs. Donc, on met des démonstrateurs pour montrer, qui vont justement aller voir le public et leur expliquer les usages, qu'est-ce que c'est le NFC, parfois leur faire découvrir qu'ils ont eux-mêmes un téléphone NFC dans les mains. Est-ce qu'on peut avoir les slides affichés sur les écrans, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et donc voilà, donc ça c'est différents dispositifs. En haut à gauche, on voit c'est le stand de la Fédération française de tennis pour fournir des informations aux visiteurs. Donc ils ont des affiches avec des tags NFC qui permettent d'avoir les informations pratiques. On a en haut à droite, c'est la restauration, les animations. Enfin vraiment avoir des services, avoir des informations sur les différents services dans le stade, où manger, où est-ce que je peux trouver les services pratiques, ou retirer de l'argent, etc. Et puis sur la signalétique, pour se diriger. Donc l'an dernier, on avait aussi commencé de mettre des TPE sans contact pour montrer le fonctionnement et puis initier un petit peu les personnes. Cette année, en fait, la Fédération française de tennis a déployé l'ensemble de ces terminaux de paiement sans contact, donc ce qui représente 120 terminaux dans le stade, et avec donc la possibilité de payer soit avec sa carte bancaire sans contact, soit avec son téléphone. Et voilà. Donc après, on a aussi travaillé... donc ça, c'est les coachs en bas que vous voyez
qui ont leur petite plaquette et qui vont expliquer aux personnes le service. On est aussi dans les espaces orange, donc il faut savoir qu'il y a un espace orange pour le grand public, donc dans les allées du stade, et puis 2 espaces VIP. On va recevoir des partenaires, des RP, des VIP. Donc dans ces espaces, on va montrer plutôt des démonstrations un petit peu plus avancées. Donc là, par exemple, on voit la prise photo. Donc l'idée, c'était de dire, je suis pris en photo avec un réflexe et je peux l'envoyer sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, au choix de la personne, en un simple geste. Donc il suffisait de passer son téléphone sur un tag pour envoyer la photo sur les réseaux sociaux. Donc on voit en bas à droite la page Facebook d'une personne et la photo qu'il a prise à Roland-Garros. Donc après, on est sur l'espace VIP où là, on a mis en avant-première mondiale, en fait, un écran interactif qui intégrait des tags NFC. Donc on va voir une petite vidéo tout à l'heure. Donc il y a 4 tags intégrés dans l'écran et en fonction du contenu, les tags vont rediriger vers du contenu de la vidéo, je veux dire. Les tags vont rediriger vers un contenu différent, comme on le verra. Il y avait aussi les démonstrations de paiement. Donc ça, on le retrouvait dans les différents espaces orange. Donc c'est la démo que je viens de vous faire. Et puis différentes démonstrations pour bien comprendre en fait l'usage du NFC. Donc là, on va... Oui, je passe à l'écran. Donc ça, c'est l'écran interactif. Ah oui, le son. Alors, il y a théoriquement un peu de son. Tu mets le micro. Qui sont dans la matrice de l'écran et qui nous permettent d'avoir une expérience dynamique du NFC. L'écran interactif NFC va me permettre par exemple d'accéder à de l'information. Donc en fonction de ce qui est diffusé sur l'écran, je vais avoir la possibilité d'avoir des informations sur telle ou telle chose. Je vais également pouvoir appeler un conseiller clientèle par exemple, puisque l'écran va pouvoir commander la fonction appel de mon mobile. Et enfin, je vais également avoir la possibilité d'être redirigé vers un site web ou sur un store pour télécharger par exemple une application. Mais ce n'est pas tout, puisque j'ai également la possibilité de contrôler l'écran via mon mobile et d'avoir accès à la fonction play ou pause. Cet écran, aujourd'hui présent sur l'espace orange, pourrait à l'avenir devenir un standard de la grande distribution et permettre à l'utilisateur d'accéder à pas mal d'informations, notamment des coupons de réduction, des fiches produits ou de l'achat direct. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais donc l'idée c'est qu'on peut taguer sur l'écran pour obtenir des contenus. Donc on pense que ça, là c'était vraiment une première mondiale, mais du coup l'usage peut se démocratiser et on pourrait penser l'utiliser dans les canaux de vente, dans les magasins, pour recevoir des coupons de réduction, pour acheter des vêtements ou des articles en général. Voilà. L'interview de la FFT, non. On a peut-être un dernier point, parce qu'on ne va pas revenir sur tous ces chiffres. Le point important, hein, Anne-Charlotte, c'est qu'il y a 4,7 pages en moyenne par scan, c'est-à-dire que les clients qui ont été consultés, les sites et les services proposés par la FFT ont consulté 4,7 pages en moyenne. Oui, il faut savoir qu'il y avait à peu près 700 tags dans tout le stade pour accéder au service et qu'on a eu plus de 11 000 scans NFC, donc plus de 11 000 personnes qui ont scanné en NFC avec leur mobile. Voilà. Question ? Oui, monsieur. Pardon, la banque reste propriétaire de l'application paiement, si j'ai bien compris, et l'opérateur reste-t-il propriétaire de la carte SIM?
qui est à bord du smartphone. Oui, tout à fait. Alors, cela veut dire que si l'utilisateur change de banque, ce n'est pas un problème parce qu'il va prendre une autre application qu'il va charger dans son mobile. Mais qu'en est-il s'il change d'opérateur par rapport à la SIM qui est une SIM EMV? Alors, tu sais répondre, moi... S'il change d'opérateur, il doit réinstaller avec son nouvel opérateur le service sur sa nouvelle carte SIM. Mais s'il ne change pas de carte SIM et pas de carte de numéro... S'il change d'opérateur, il va changer de carte SIM. Donc le service doit, dans ces cas-là, il doit prévenir sa banque. De toute façon, comme il y aura une nouvelle carte SIM, ça sera forcément, le service sera fermé sur la précédente carte SIM. Et donc il doit réinstaller son service. Ça veut dire que l'opérateur se rapproche du statut de la banque au niveau de la propriété du moyen de paiement. C'est une sorte de coffre-fort en fait, oui, la carte SIM. j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ma SIM, j'ai deux fonctionnalités. J'ai une fonctionnalité GSM et j'ai une fonctionnalité EMV. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais alors, dans le cas où la carte SIM, si vous avez décidé de changer d'opérateur, donc si vous avez décidé de changer d'opérateur, il faut refaire une démarche auprès de votre banque pour recharger, puisque en fait ça se passe en communication étroite entre la banque et l'opérateur qui lui gère la confidentialité de la carte SIM. C'est un peu comme si vous aviez un code crypté avec la banque qui en détient une partie et l'opérateur qui en détient une partie. Pour que le système fonctionne bien, il faut que les deux puissent se parler, ce qui garantit la confidentialité par l'intermédiaire des tiers de confiance et du monde bancaire qui a accordé à ces tiers de confiance donc un label. Bon. Et donc ça veut dire que oui, si vous changez d'opérateur, vous devez vous rapprocher de votre banque pour retélécharger l'application. Bon, donc, mais en fait, vous retéléchargez l'application. Le changement de carte SIM, vous l'aurez fait de toute façon en changeant d'opérateur. Et quand vous changez de banque, vous téléchargez aussi l'application, mais là, vous conservez la même carte SIM. D'accord. En fait, au téléchargement de l'application, il y a une partie qui vient se télécharger dans la carte SIM et une partie qui vient se télécharger sur le téléphone. Donc, quand vous allez enlever la carte SIM, la partie... oui, parce que l'application n'est pas indépendante de la SIM. Non, voilà, elle est complètement. Merci beaucoup. Et c'est les deux parties qui dialoguent ensemble. Donc, il faut les deux parties. Il faut et le téléphone et la carte. Voilà. Oui, une toute petite question sur la... Oui, monsieur, pardon. Toute petite question sur la carte virtuelle, enfin la carte bancaire virtualisée. Est-ce que je me retrouve sur mes relevés bancaires avec deux numéros de carte? Une physique, par exemple, parce que je continue d'utiliser une carte physique dans les distributeurs et autres trucs. Et je me retrouve avec un autre numéro de carte virtuelle pour ce qui est des paiements par le mobile. Ou est-ce que c'est le même numéro de carte qui peut être utilisé à la fois en mobilité et à la fois avec le support physique en plastique? Si vous avez deux cartes, vous avez fatalement deux numéros de carte et deux éléments de dépenses bien différenciés sur votre relevé bancaire. Donc sur votre relevé bancaire, c'est une carte comme une autre. Mais c'est le support qui en est dématérialisé. C'est le même compte. Il y a un seul compte. Oui, c'est le même compte. Mais avec plusieurs... Oui, mais ça apparaît sur le même relevé. Sur le même relevé. Voilà. Sauf si vous décidez, parce que vous pouvez décider aussi d'ouvrir un compte. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. À part. J'ai un compte à part, donc je consulte mes relevés sur Internet qui sont spécifiquement sur ce compte. On me fait signe que le temps presse et je regarde il nous reste 5 minutes. Alors, je voudrais juste vous terminer cette présentation. On prendra les questions après. Excusez-moi. Donc, simplement vous montrer ce que nous avons fait au Grand Palais. Donc, au Grand Palais, tout un parcours de musée a été organisé autour du NFC, donne la possibilité, à travers une application, de découvrir une trentaine d'œuvres, 34 exactement, de les prendre en photo et de donner son avis sur ces œuvres. Un dispositif de marquage et de tagage sur chacune de ces 34 œuvres. Un parcours multimédia où vous pouvez à la fois prendre en photo, commenter les œuvres, les filmer et les faire partager sur un grand mur.
Donc vous voyez au milieu, colonne de droite au milieu, le grand mur qui affiche toutes les contributions des utilisateurs. On va très vite, j'ai un petit film, et simplement vous donner des chiffres. 10% des visiteurs ont téléchargé l'application, ce qui est énorme dans un dispositif d'innovation comme cela. Et sur les 25 000 qui ont téléchargé, nous avons eu 21 000 contributions, avec beaucoup alors les contributeurs uniques ont été beaucoup moins nombreux, mais je vais vous montrer un petit film qui va, je l'espère, vous intéresser. Et il n'y a que de la musique. Non, il n'y a pas de parole. Vous voyez ici le grand mur d'images qui est situé en sortie d'exposition et les contributions des différents visiteurs. Le bandeau qui est tout en haut fait défiler les tweets des visiteurs. Et là, vous avez chaque œuvre est dotée d'un numéro et d'un tag NFC. Et vous pouvez, c'est exceptionnel sur cette exposition, puis il n'y avait pas de droit d'auteur, les prendre en photo et les partager ensuite. Donc, le grand mur d'images, qui en lui-même a été un peu conçu comme une œuvre d'art. Donc, dans l'application, quelques mots sur les œuvres. Ça, c'est une fonction audio guide, la fonction photo et la fonction partage que vous trouvez ici, mais aussi sur les murs Facebook personnels des visiteurs s'ils le souhaitaient. Donc un rappel en fin d'exposition des différentes contributions. Alors, il y a aussi des possibilités de faire des commentaires audio. Et vous voyez le compteur des contributions des visiteurs. Voilà. Alors, autre point, et on va s'arrêter ensuite là-dessus. L'affichage interactif Insert que vous avez ici à ma droite. Donc nous avons maintenant, alors ça c'est opérationnel, la régie Insert qui gère des affiches sur les portes de commerce a adopté le NFC pour ses campagnes d'affichage. Donc depuis le début de l'année, depuis le mois de février-mars, elle propose à ses clients des affiches interactives. Vous voyez le petit tag NFC, et ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire en termes d'affichage interactif dès maintenant grâce au NFC. Donc cette affiche permet de jouer en fait et de gagner le jeu en question, le jeu Infinity. Auparavant, nous avions la chanteuse Zazie qui avait sorti son nouvel album. Vous pouvez gagner un album en jouant. Alors, au passage, nous sommes capables, nous, opérateurs, de donner des informations statistiques aux afficheurs et aux annonceurs sur le nombre de tags et globalement, bien sûr, sur les quelques éléments sur le sexe, la CSP des personnes qui ont tagué, sans évidemment tout ça en accord avec la réglementation CNIL. Alors, en conclusion, puisqu'on est pris par le temps et si on veut encore prendre quelques questions, il y a on a déjà eu des questions sur bon, finalement comment est-ce qu'on est convaincu, pourquoi est-ce que ça ira mieux que Moneo ou d'autres. Bon, le premier effet et la première condition qui est en train d'être remplie, c'est l'effet parc. Donc Carole en a parlé. On a aujourd'hui des prévisions de vente de mobiles pour cette année en Europe de 50 millions de mobiles NFC. En 2014, on en prévoit 100 millions et en 2015, 150 millions. Et le parc de mobiles équipé NFC en Europe sera de plus du quart à cette époque, donc en 2015. Deuxième point très important, des réseaux.
Donc évidemment, pour faire fonctionner du NFC, il faut des réseaux. Et les réseaux, que ce soit 3G ou bientôt, ou dès maintenant, les réseaux 4G et bientôt avec une couverture de plus en plus importante, vont apporter le flux de données qui va enrichir le service, qui va permettre de façon très rapide de télécharger par exemple un clip, une chanson dont on fait la promotion sur une affiche par exemple. Troisième point, des services partout et en particulier des services porteurs de valeur. Premièrement, des services qui réduisent les coûts, soit des coûts de gestion, soit des coûts opérationnels. C'est le cas évidemment de la carte matérialisée, de la carte bancaire dématérialisée qu'on met dans le téléphone. Deuxièmement, des services qui améliorent l'efficacité des processus. On a vu le paiement, donc vous avez peut-être eu l'impression que c'était un peu long. En réalité, un paiement NFC est extrêmement fluide et permet d'améliorer la gestion des files d'attente aux caisses de la grande distribution. Bien entendu, améliorer la fluidité dans les transports et dans les salles de spectacle. Donc, le domaine de la billettique est extrêmement important pour nous. Et puis, troisièmement, des services qui sont associés à la gestion des données clients, bien sûr, en respectant les règles de confidentialité, qui permettent de qualifier encore mieux des actions de communication. Donc là, on est dans le domaine du big data, dont vous avez sans doute entendu parler par ailleurs. Sur les services, un point très important, et vous avez vu, Carole vous l'a montré, Anne-Charlotte aussi, ces services ne se font jamais sans partenaire. Que ce soit Roland-Garros, les régies de transport, les banques, nous sommes dans un écosystème où Orange n'est pas le seul. Bien sûr, sur le NFC, nous en garantissons une partie, mais les services, nous n'en détenons pas la totalité, loin de là. C'est aujourd'hui avec ces partenaires enthousiastes qu'on va construire le futur du NFC. Et puis, dernier point, l'éducation du public. Aujourd'hui, on pense encore, on n'est pas non plus extrêmement optimiste sur l'éducation du public aujourd'hui. On pense encore en avoir, au-delà des services évidents, transport, paiement, en avoir encore pour peut-être 2 à 3 ans d'éducation du public, pour que le public sache d'abord que sur son smartphone, il y a la possibilité de faire du NFC, et que par ailleurs, il ait le réflexe de ce geste. Donc tout l'enjeu, et tout se résume dans ce simple geste. Voilà la conclusion. On a beaucoup de démos et peut-être des questions, donc allez-y pour les questions, c'est le moment. Monsieur. Ah. Alors peut-être qu'elle va s'y mettre pour l'iPhone 6. On a eu énormément de rumeurs sur l'iPhone 5S. On pensait que ça allait y être. Je rappelle d'ailleurs qu'en France, nous sommes très en avance sur les questions de NFC, carte SIM. Donc on a des partenaires très, très, très impliqués, comme Gemalto, Oberture ou d'autres qui participent à cet écosystème. On pense que Apple est tenté, comme d'habitude, de faire cavalier seul et de peut-être bâtir un écosystème qui soit limité à Apple. Est-ce que c'est un bon calcul ? Aujourd'hui, on sait bien que l'univers Android représente l'écrasante majorité des parts de marché de smartphones. Donc, toujours question. Monsieur ? Quelque chose à rajouter là-dessus ? Qu'est-ce qui permettra à Orange de garantir ou de permettre la pérennité de la carte SIM ? La pérennité de la carte SIM ? Oui, parce que les opérateurs américains travaillent beaucoup sur la dématérialisation de la carte SIM. Alors, alors, il n'y a pas que les opérateurs américains qui réfléchissent à d'autres moyens d'authentification. Vous avez vu que, monsieur parlait d'Apple tout à l'heure, vous avez vu que sur l'iPhone 5S, il y a un système d'authentification qui est par empreinte digitale. Donc, il y a pas, la carte SIM n'est pas le seul moyen
d'authentifier l'opérateur. Nous poussons ce modèle parce qu'il nous semble que c'est celui qui garantit avec nos partenaires le meilleur niveau de confidentialité, de simplicité et de gestion. N'oublions pas qu'une carte SIM, on peut la gérer à distance, on peut télécharger des applications et on a un certain contrôle, même un contrôle très fort sur le niveau de sécurité. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. D'autres pays, les usages de certains clients se satisfont d'un niveau de sécurité inférieur. Aujourd'hui, la carte SIM reste évidemment le pivot de notre offre et c'est celle qui porte les autorisations, les niveaux d'abonnement et évidemment toutes les données intéressantes qui vont dialoguer avec le réseau pour authentifier et gérer le client sur notre propre réseau. Donc aujourd'hui, ça reste notre pivot, oui. Pardonnez-moi, avec les nouveaux téléphones nouvelle génération, avec les 2 SIM, les 2 slots, est-ce que vous ne craignez pas, justement, vous, en tant qu'opérateur, de ne conserver que la SIM GSM, application GSM, et que finalement la seconde SIM, surtout en Asie maintenant et en Inde, soit dédiée, elle, justement, aux bancaires? Non. Écoutez, c'est à nous de proposer avec notre écosystème des services qui sont importants et qui sont acceptés par les clients. Vous voyez que le chemin parcouru depuis au moment où moi j'étais dans le groupe spécial mobile, où on travaillait sur le GSM, où on s'est pris... on a pris conscience de ce qu'on pouvait mettre sur une carte SIM, c'est-à-dire des choses extrêmement réduites, et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une carte SIM. Il y a énormément de chemin qui a été parcouru, et nous continuerons avec nos partenaires pour proposer des services les plus larges possibles. C'est pour ça que je dis des services partout. C'est vraiment à partir de là qu'on donnera aux clients l'envie d'utiliser nos propres services. Maintenant, il y a toujours une partie de vouloir conserver 100% de son marché n'est pas tenable. Donc il y aura toujours probablement des clients qui feront d'autres calculs, ne serait-ce que pour le roaming. Avoir 2 cartes SIM, moi je vois ça surtout intéressant pour des clients qui souhaitent bénéficier des services locaux d'un opérateur et des services locaux d'un autre opérateur. Mais ça se produit déjà quand on utilise des services Wi-Fi, des hotspots Wi-Fi, quand on est dans un pays donné et qu'on n'est pas client de ce pays. Moi, je vois surtout ça pour ce qu'on appelle les frequent travelers, entre un pays et un autre, et notamment des pays éloignés où les frais de roaming restent chers. D'autres questions, monsieur? Petite question. Ici, on est au village des actionnaires, et donc en cas de succès de cette innovation, dans cet écosystème dont vous avez parlé, qui va en tirer les marrons du feu? Moi, j'ai du mal un peu à comprendre, en termes financiers, ce que ça va apporter à Orange. Est-ce que c'est la monétisation des informations contenues que vous aurez du fait du nombre d'utilisateurs? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, ou est-ce que ça va être plutôt les sociétés comme Gemalto, Ouverture, qui vont en bénéficier? Bon. Alors, tout à fait. Alors, évidemment, c'est une question tout à fait pertinente ici en particulier, mais en règle générale, ce qu'on a essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois des nouveaux usages, des nouveaux partenaires et des nouveaux services qui, nous l'espérons, trouvent leur public, ce qui veut dire qu'ils ont de la valeur. Ça veut dire qu'en partenariat avec les distributeurs, les banques, les annonceurs et des secteurs entiers de notre économie, transport et les pouvoirs publics,
nous créons des services qui ont une valeur pour le client, qui soit dématérialisent des services qui existent déjà et qui permettent de réduire les coûts. Donc là, il y a de la valeur dans les process de réduction de coûts, soit au contraire créer des nouveaux services. Et là, c'est du chiffre d'affaires nouveau. Tout l'aspect big data, c'est de la création de chiffre d'affaires pur. C'est des choses qui n'existaient pas. Également, dans les services B2B, donc là, c'est notre division OBS, le travail à la fois de build et de run est très important et est une source de chiffre d'affaires nouvelle. Le build, ce sont des services de sociétés de services. Donc, je vais créer un parcours client, je vais bâtir une application. Ensuite, le run, c'est je vais héberger cette application, je suis tiers de confiance, encore la question de la sécurité, et je vais exploiter ces services pour mes clients. Alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner, je ne les connais pas, mais toutes les affaires sur lesquelles nous avons travaillé sont des affaires qui soit apportent de l'efficacité, de la réduction de coûts pour nos partenaires, soit se matérialise par de l'augmentation du chiffre d'affaires, parfois les deux. Quand on travaille, alors on ne peut pas trop vous en parler, mais on travaille avec un grand distributeur aujourd'hui qui revoit l'ensemble de son parcours client, à la fois à la maison, dans ses magasins, et ensuite, après, sur les modèles de livraison. Et le NFC, la sécurisation, l'authentification jouent un rôle central, et ça nous permet de rentrer dans le métier de nos partenaires et de jouer encore mieux notre rôle de prestataire. Voilà. Mais je n'ai pas de chiffres, hein, je suis désolé. J'ai des chiffres sur des affaires individuelles, mais je n'ai pas de chiffres globaux. Pardon. Autre question. Oui, monsieur. L'intérêt pour le commerçant d'accepter le paiement NFC. Si la commission payée par le commerçant va être plus petite que quand on paye en carte bleue, est-ce qu'elle sera plus petite? La commission sera la même que pour les cartes bancaires. Donc il n'y a pas d'intérêt. Si, l'intérêt pour le commerçant, c'est plus rapide, c'est 15% plus rapide qu'un paiement par carte bancaire. Donc il y a des commerçants où il y a des files d'attente, donc il va réduire ses files d'attente, donc plus de services pour ses clients et puis plus de rotation pour lui. Il y a aussi une question de sécurité, moins de cash dans la boutique. Donc ça aussi c'est un avantage. Et puis il a un troisième avantage, c'est qu'il a la possibilité, après selon les commerçants, les grandes enseignes ou d'autres, de proposer des services additionnels à ses clients. Donc c'est aussi une source de communication privilégiée et de marketing relationnel spécifique entre une enseigne et son client. Voilà. Par exemple, quand on paie, le coupon de réduction sera directement pris en compte lors du paiement. Donc c'est du service supplémentaire que le commerçant se trouve en mesure de proposer à ses clients. Oui, j'insiste sur les notions de coupons, puisque le commerçant peut faire un travail de fidélisation de ses propres clients qui est beaucoup plus riche avec ces systèmes-là. Monsieur, oui. Oui, je voudrais faire quelques petites observations et puis une question. Je pense que plutôt que révolution, il faudrait plutôt utiliser le terme évolution, parce que révolution, pour moi, c'est nettement plus important. Parce que là, on reprend quand même beaucoup de choses qui existent déjà par ailleurs, disséminées, qui existent pour certaines inventions depuis longtemps. Voilà. Alors après, vous avez parlé d'une série de téléphones là, qui seraient NFC. J'ai par hasard consulté, je suis tombé sur une liste de téléphones, une liste comparative sur le site d'Orange la semaine dernière. Je me suis dit c'est merveilleux, j'en ai fait une extraction, je vais pouvoir l'exploiter. Je l'ai repassé sous un tableur classique et puis en fait je me suis rendu compte qu'en fait la liste qui est sur le site d'Orange, elle date de mars 2012. Donc le téléphone que j'ai acheté en avril 2012 n'y est même pas. Voilà. C'est pour vous dire. Après, comment se garantir justement, parce que moi le problème que j'ai eu, c'est que j'ai acheté un téléphone qui venait de sortir, qui était sur les publicités Orange, donc les grandes affiches, je sais pas, 1m60 par 1m20 qui étaient devant. Bon, il s'est avéré que techniquement c'est une catastrophe.
qu'il n'a jamais correctement fonctionné. Voilà. Donc après aussi, il faudrait qu'Orange, quand il choisit des téléphones... Quelle c'est marque? un Motorola, Motolux. Par exemple, ici, en géolocalisation, il ne fonctionne pas, en Wi-Fi, il ne fonctionne pas. Quand je suis, il y a quelques mois, j'étais dans un centre commercial à Bercy, j'étais géolocalisé au milieu de la Seine, pour vous dire. Bon, voilà les petites observations. Alors après, ce qui me fait peur un petit peu, bon, la sécurité, on sait ce qu'il en est. On sait que nos données, elles se trouvent partout sans qu'on sache vraiment pouvoir les maîtriser, puisque effectivement, vous aviez parlé de photos. Récemment, il m'est arrivé de retrouver mes photos sur des photos que j'ai prises avec mon appareil sur Internet, dont justement une petite pancarte. Ici, il y a de la Wi-Fi Orange, et puis justement, mon téléphone ne fonctionnait pas. J'ai jamais souhaité ça. Je l'ai jamais voulu, donc je l'ai activé à mon insu, certainement. Je ne sais absolument pas maîtriser, même si j'utilise les nouvelles technologies permanence, je n'ai pas réussi à maîtriser. Si je veux désinstaller une application, par exemple l'année dernière j'ai installé une application Nuit Blanche à Paris, donc aujourd'hui elle est plus Nuit Blanche 2012, donc elle est plus utile, je voudrais la désinstaller. Alors là c'est Android, c'est un peu différent, mais j'ai aucune possibilité de j'ai pu la désinstaller de mon téléphone. Par contre, elle est toujours sur mon compte Google et je n'ai pas la possibilité de l'installer. Et ça, j'ai la même chose sur les applications. Alors, je le dis, ça, c'est Android, c'est pas. Mais j'ai des applications Orange qui sont installées en surcouche sur mon téléphone. Et je me suis rendu compte en les utilisant qu'on me surfacturait des choses. J'ai voulu les désinstaller, c'est techniquement impossible. Voilà. Et après, la vraie question, c'est la sécurité. Donc, bon, on a tous entendu parler de Prism, où on a tout. Donc, moi, ce qui m'affole, c'est que vous avez bien dit que ça fonctionne, enfin, ça m'inquiète, plus que ça m'affole, parce que je pense que je n'utiliserai pas l'application pour l'instant, au moins. Vous avez dit que ça fonctionnait avec un téléphone éteint. Donc, ça veut dire que... Non, en fait, ça dépend des applications. En NFC, on a le choix justement de faire fonctionner téléphone éteint ou téléphone allumé. Donc pour les transports, quand on va prendre l'avion et que son billet d'avion est dans son téléphone, c'est très gênant que ça ne fonctionne pas éteint. Donc du coup, tout ce qui est billet d'avion, billet de transport, généralement, on essaie que c'est téléphone éteint, mais pour le paiement, non. Le paiement, il faut c'est pas ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai noté que, parce que là, il y a un monsieur qui a posé la question, si je suis en panne de batterie, enfin, si j'ai le problème d'énergie, si mon téléphone, si je me trouve, effectivement, on arrive tous à partir un jour en ayant oublié de charger son téléphone, donc on part. Donc tout à l'heure, il a été dit, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai entendu, qu'on pouvait malgré tout faire un paiement. Et ça veut dire que ça va générer une nouvelle génération. Donc on connaît, enfin tous ceux qui sont parisiens ont aussi entendu parler des problèmes de pickpocket. Donc moi je donne à peu près 6 mois pour qu'il y ait un appareil qui puisse venir vous pomper du fric en passant juste à côté de vous. Hein. Quand je dis 6 mois, voilà, mais voilà ma question, c'est quelle est la protection contre ça? Vous voulez que je commence par quelle réponse, quelle question? Alors, je rectifie, et pardonnez-moi, j'ai mal compris la question. Pour un paiement, le téléphone doit être allumé. Voilà, hein, donc... non. Voilà. Mais vous avez votre billet d'avion. Et vous avez la sécurité. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont en fait des questions qui n'ont rien à voir avec le NFC. Alors, pour le téléphone Orange que vous avez acheté, là, je pense que le téléphone Motorola que vous avez acheté chez nous, je pense, oui. Dans ce cas-là, bon, je vous engage à aller le signaler à votre service client. Si vous voulez qu'on vous aide, on peut se voir après cette communication. Pour ce qui est de la géolocalisation, sachez que les applications de géolocalisation sont des applications que vous paramétrez vous-même. Vous acceptez de donner vos données de géolocalisation et parfois vous ne les acceptez pas. C'est-à-dire que si sur vos applications vous avez dit non, je ne donne pas mes données de géolocalisation, quand vous avez consulté la carte,
ben, on pense que vous êtes au dernier endroit ou à la dernière position que vous avez donnée. Bon. Donc après, c'est des questions d'usage. Pour ce qui concerne les applications qui sont sur Google Play, vous pouvez, en synchronisant à partir de votre PC, vous pouvez les annuler, mais on n'est pas dans notre sphère de responsabilité Orange. Alors, quand nous vendons, nous, un téléphone Orange, nous le customisons Orange, puisqu'on souhaite mettre en avant notre marque et nos applications. Et en contrepartie, c'est un téléphone qu'on vend en général moins cher, que nous subventionnons. Donc ces applications sont des applications Orange, et vous achetez un téléphone avec une couche Orange. Si jamais cette couche de service ne vous convient pas, il y a la possibilité de la débrayer. C'est pas toujours très très facile, mais vous avez la possibilité de la débrayer en cherchant un peu. Non, mais c'est pas notre objectif. Nous vendons des téléphones Orange qui sont moins chers, que nous subventionnons auprès du constructeur, et nous souhaitons mettre en avant nos propres services. Alors on me fait signe que c'est très court, peut-être encore un dialogue, et puis on va s'arrêter là. Sur l'application Orange, parce que quand j'ai eu ce téléphone-là, effectivement, avant je consultais mon suivi consommation par dièse 1, 2, 3, et là il y avait une application où c'était marqué suivi conso Orange. Donc je l'ai fait, j'ai utilisé l'application Orange. Et je me suis rendu compte sur mes premières factures que cette facturation était payante. Par l'application Orange, elle était payante. Donc après, je suis repassé par Orange et moi, qui est l'application que je suis allé chercher sur le store, et elle est gratuite. Mais Orange Plus, dans Orange Plus, il y a un certain nombre de choses qui sont payantes. Et je trouve ça quand même particulièrement anormal. Bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. On va pouvoir continuer à discuter peut-être en bilatéral. Merci de ces remarques, merci de votre attention et bonne fin de journée. Merci.